Pour cette seconde randonnée pédestre de l'année 2025, direction Nord de Sèvres, en pays hervaudais, Val de Thoué. Situé sur la voie antique Poitiers-Nantes, Maisontier, dont le nom signifierait troisième étape, est pour moi la première étape du jour. À mon arrivée, par la départementale 137, ces élégantes portes cochères et piétonnes montrent la voie vers son remarquable château. Vers 1180, ici, la première pierre d'un château appartenant à des hospitaliers est posée. On ne peut être qu'admiratif devant le vaste miroir d'eau où se reflète l'édifice tout en granit et ses toitures en ardoise autour d'angles coiffés d'élégantes poivrières. Un bel ensemble homogène, comme le dit Béatrice Gaillard, docteur en histoire de l'art auprès de la DRAC Poitou-Charentes, qui justifie son inscription aux monuments historiques en 2013. Les douves, jadis obstacle aux attaques ennemies ou aux tentatives de sape, connaissent un nouveau danger, le retour de l'écrevisse de Louisiane. Il grignote ses berges. De vastes douves, par ailleurs entretenues par une tonne de carpes, parfaits jardiniers pour les désherber. Retour côté cour, où dans les communs accessibles au rez-de-jardin, des fresques équestres du XVIIIe viennent d'être découvertes sous d'anciens badigeons, à la grande surprise des propriétaires. Regardez. Au levant, côté jardin, comme côté cour, les longues façades sont percées de fenêtres. Au premier niveau, on remarque des baies en plein cintre jumelées, et au second niveau d'harmonieuses fenêtres à meneaux et traverses. C'est peut-être derrière l'une d'elles qu'en 1940, les grands-parents de Rose Massé de l'Épinay ont vu arriver l'occupant allemand et qu'une nouvelle page de l'histoire du château s'est écrite. Arnaud nous en dit un peu plus et relate une anecdote bien singulière. Le château a été occupé par les Allemands. Il a été réquisitionné. Non, oui, enfin partiellement, toute cette partie-là. Oui. Toute l'aile ouest a été occupée. Ils ont mis des planchers et des espèces de bas-flancs. Et ils étaient une quarantaine là. Et bon, heureusement, mes beaux-parents, enfin non, les grands-pères de ma femme habitaient ici. Et lui-même était ancien officier, il parlait l'allemand, donc ça s'est passé à peu près correctement. Incident, mais enfin bon, par exemple, il y a une famille qui s'appelle les Bosch ici. Il n'y en a plus. Et un jour, quelqu'un est venu en disant il y a le cheval de Bosch qui s'est échappé. Alors les Allemands ont entendu quoi, cheval de Bosch? Furieux. Alors le grand-père de ma femme était obligé de leur expliquer que Bosch c'était une famille qui s'appelait comme ça et non pas. Bon, ça s'est calmé. Sur un plan militaire, c'est d'un combat dans le ciel de Maisontier dont a entendu parler Arnaud, comme il le précise. C'était un combat d'avion entre des Canadiens et des Allemands. Et finalement, ils sont tous les deux tombés. Et on a retrouvé encore, il n'y a pas très longtemps, je dirais peut-être une dizaine d'années, des restes de bombes dans les champs. Mais à Maisontier, c'est d'un fait de résistance dont je veux vous parler. Tout commence le 21 juin 1940, une date qui restera dans l'histoire locale. L'armée allemande se déploie dans les Deux-Sèvres depuis le nord du département après une rude confrontation pour le franchissement de la Loire.
Survient ce même jour la bataille de Thouars. C'est l'exode vers le sud. Les Allemands gagnent Niort le lendemain soir. Dès lors, en Deux-Sèvres, la résistance s'organise dès 1940 avec des réseaux très actifs. Dans l'Ervaudet et le canton de Saint-Loup-sur-Thouet, rejoints par ceux de Loing, de Ripert et de Maisontier, ils vont être la cheville ouvrière de la lointaine libération, sous les ordres de leur chef, le docteur Boucher de Saint-Loup. C'est lui, le 24 juillet 1943, qui reçoit sur Radio Londres ce message : « Si je meurs, venge-moi ». C'est le signal d'un parachutage pour la résistance. Tout s'accélère. À la Grande Prairie, la tension est palpable. Puis, c'est le bruit du biréacteur qui survient dans cette nuit de tous les dangers. Il faut faire vite. Les hommes sont motivés, sous adrénaline. Finalement, le parachutage est un succès. Mais le récit ne s'arrête pas là. Le 7 août, Eugène Brisset, responsable OCM de Parthenay, est arrêté. La nuit même, Ernest Caillot transporte des armes récupérées avec son cheval et sa carriole de la ferme des Brûlots au bois de 10 heures. Le 9 août, une voiture s'arrête à la ferme des Brûlots. La venue de la Gestapo est sans équivoque. « Vous cachez des armes ici !» Il torture le fermier. Son supplice prend fin quand il découvre des traces de roues de charrette se dirigeant vers le bois. C'est la trace de l'évacuation des armes de l'avant-dernière nuit. Elle conduit directement au stock sous un tas de bois. Ce même jour, le docteur Boucher est arrêté, puis s'en suivront d'autres qui connaîtront des fins tragiques. Cette photo représente possiblement ceux qui étaient là lors du parachutage du bois de 10 heures le 23 juillet 1943. Maurice Schumann de l'Académie française écrira à leur sujet. Daniel Boucher et ses compagnons exigeaient d'eux-mêmes ce que le dogme le plus sévère n'aurait pas osé leur prescrire. Mais ils savaient que leur folie était efficace et qu'aucun de ces grains n'était perdu. Maisontier garde présent le souvenir de cette période sur ses 2 mémoriaux. Me voici maintenant aux communaux de Lopito, des communaux existant possiblement depuis l'époque gallo-romaine. C'est un havre de paix, le genre d'endroit que l'on imaginerait disparu, et pourtant. Ici se dévoile un milieu naturel exceptionnel et rare, la lande, appelée aussi brande du Poitou. Elle était autrefois très répandue, mais son défrichement pour en faire des surfaces cultivables et des pâtures séparées de haies s'est accéléré fin 19e. Puis, les activités qui contribuaient à régénérer la lande, comme le pâturage extensif ou la coupe de la bruyère à balai pour l'alimentation des fours des tuileries voisines, comme celle de Lopito, ont cessé. Les landes se sont alors peu à peu reboisées. Étendu sur 17 hectares, le site de Lopito, avec plus de 300 mares, vestiges de l'activité tuilière passée, forme aujourd'hui un des plus grands espaces de lande des Deux-Sèvres. Dans ce site, de prime abord assez impénétrable, s'engager sur l'un ou l'autre des layons qui le parcourent vous assure un dépaysement total.
En continuant ma randonnée direction Saint-Varan, sur les bords du Thouaret, l'affluent du Thouet, à peine dissimulé par les premiers feuillages printaniers, voici le château de Glenay. Ici, depuis 2021, un chantier de restauration d'envergure est en cours. On le doit au coup de foudre, celui de la famille Durand-Merrier pour ses ruines imposantes en granit, bien conservées malgré les marques du temps. Ainsi, ce lieu sort de l'oubli. Château signalé au XIIe siècle, fortifié en 1386, l'édifice actuel date de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle. Il est remarqué pour son architecture d'influence pré-Renaissance. René de Vignerot, seigneur du château au XVIIe, et son épouse, Françoise du Plessis de Richelieu, seraient certainement surprises et fiers de cette renaissance. Ce château, perché en surplomb des eaux paisibles du Thouaret, renaît sous la maîtrise d'œuvre de Stéphane Béraud, architecte du patrimoine. L'entreprise Thouarçaise Asselin, bien connue pour agir avec excellence pour la préservation et la valorisation des édifices qui constituent le patrimoine français, est intervenue ici sur les travaux de charpente. Ce chantier est également un lieu de formation pour permettre aux jeunes artisans de se former aux techniques anciennes, comme ceux rencontrés le 16 avril en apprentissage pour le montage de murs en pierre sèche aux fins de ceinturer le lieu. À coup sûr, le château de Glenay devient un atout majeur du patrimoine en pays thouarçais. À quelques hectomètres de Saint-Varan, je ne pouvais pas terminer ma balade sans un arrêt ici, au belvédère du Patis, un point d'observation approprié pour voir la plus grande carrière d'extraction de roches de la région, la Noubleau. Surfant sur l'essor du rail et de la route fin 19e, en 1926, Alphonse Roy développe l'extraction de la diorite, une roche plutonique grenue et de qualité. Aux confins du massif armoricain, granitique, et du bassin parisien, calcaire, ici, le gisement est intéressant. Chaque année, des millions de tonnes sont produits sur les 200 hectares du site, exploités en gradins par abattage à l'explosif. Concassée, broyée, criblée, cette diorite fournit du ballast, du porphyre, des granulats de divers calibres pour les routes et les voies ferrées notamment. C'est par ces mêmes infrastructures que sa production part dans toute la France. Par le rail, auquel le site est raccordé depuis 1933, et par la route, par des camions lavés au départ pour réduire la dispersion de poussière. En phase avec notre époque, le carrier réhabilite les anciens terrils, comme ici au Patis, en veillant au retour du végétal. À 130 mètres d'altitude, ce belvédère permet de visualiser l'organisation spatiale du site de la Noubleau, avec le front de taille, les concasseurs, les cribleurs, les silos de stockage, et donc d'appréhender en temps réel l'activité du site. En bonus, il offre un point de vue privilégié sur les paysages alentours, en particulier sur les buttes qui animent la plaine de Thésée à Voiron à l'est.